On reprend les petites vidéos sur le JPT. C'est une formation junior, vous le savez. Pour vous préparer à la cybersécurité, je ne peux pas vous donner toutes les ressources. Naturellement, il y aurait des risques des petits soucis au niveau de la propriété intellectuelle en fonction de l'organisme formateur. C'est INE qui forme. Vous pouvez pour 700 € par an accéder à tout leur centre de données. Il y a plus de 3000 formations. Donc si, je sais pas, vous avez 2 ans devant vous et que vous voulez apprendre beaucoup de choses, c'est vraiment excellent. 700 € par an. Je vous laisse faire le calcul, hein, c'est pas extrêmement onéreux puisque vous avez accès à tout et après vous avez des rabais sur les certifications que vous voulez passer. Ça vous forme vraiment, vraiment sur tout, hein. Il y a, vous avez donc tout ce qui est réseau, data science, cybersécurité, cloud, développement et tout ce qui concerne l'essentiel, hein, au niveau de l'IT. Si vous avez besoin de vous perfectionner pour des supports de helpdesk, vous avez également du Microsoft Azure, du 365, etc., etc. Donc ils ajoutent des cours, hein, chaque mois, c'est assez dingue. Vous avez, je sais pas combien de milliers d'heures de cours sur vraiment tout, hein. Vous voulez faire du SQL, c'est possible. Vous voulez savoir comment modifier Teams et implémenter des fonctions de chat, de meeting, vous aurez des formations. Vous voulez de l'Information Security Incident Management, du SISM, vous aurez des formations. Vous voulez apprendre le NAT, vous aurez des formations. Vous voulez comprendre l'IPv4, le TCP, l'UDP. Vous voulez vous former aux formations Cisco, CCSP, c'est possible. Il y a vraiment tout. Donc il y a une vingtaine de formateurs qui vous apprendront, pardon, autant le réseau que les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, si vous voulez. C'est vraiment très 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 complet, hein. J'aime beaucoup le site. Le seul point négatif, c'est peut-être leurs serveurs, hein, qui sont malheureusement les centres de données les plus puissants sont aux États-Unis, donc il faudra vraiment une bonne connexion. Sinon, il y a des machines qui tournent, comment dire, en Allemagne, mais ça reste assez restreint, hein. Vous n'aurez pas ce principe de connexion au VPN que vous avez avec Hack-the-Box ou que vous avez avec TryHackMe, hein. C'est vraiment du cours pur et dur. Je dirais que ça fait l'intermédiaire entre Hack-the-Box et TryHackMe, hein. TryHackMe, quand vous débutez en cybersécurité, faites tous les modules. Une fois que vous avez fini ça, je vous conseille de passer à INE, ma INE. Je vous mettrai les liens si vous voulez regarder. Je crois que vous pouvez tester les solutions pendant une semaine gratuitement ou 48 heures, à vous de voir. Et vous avez également des labs, mais c'est des labs qui vous apprennent la cybersécurité. Ce ne sont pas des CTF, je répète, hein. Vous n'allez pas faire des CTF, c'est vraiment des laboratoires pour comprendre les failles, pour comprendre comment fonctionnent les choses. C'est des cours, hein, comme si vous étiez à l'université, et ça va vous spécialiser, vous préparer à des formations qui sont qualifiantes, hein, si vous voulez trouver après du travail en fonction du cœur d'activité que vous avez en informatique. Voilà. Donc moi là je vais faire ces petites vidéos, hein, c'est pour vous sensibiliser à du sujet, et puis après ça sera à vous d'aller creuser. Si vous voulez pas payer les formations, au moins vous saurez de quoi on parle et quel bouquin il faut aller lire et quelle information il faut récupérer. Là aujourd'hui on va voir un petit peu, on va continuer les bases du réseau, hein, puisque malheureusement ce ne sont les prérequis, hein. Donc là, on parle même pas de la formation en soi, EJPT, c'est vraiment les bases que vous devez connaître. Si jamais vous ne connaissez rien au monde de la cybersécurité et que vous êtes administrateur système, que vous faites du helpdesk, que vous êtes juste intéressé, autodidacte comme moi, je vais vous rappeler les bases, hein. On va revoir ça ensemble avec quelques petits supports, mais je pourrais pas tout vous partager, puisque sinon ça serait du vol de propriété intellectuelle, encore une fois. Alors encore une fois, hein, pour aller plus en profondeur, tu sais que tu as ma playlist internet, tu as ma playlist réseau, hein, où je développe un peu tout ça, où je reprenais les cours TryHackMe. Là, aujourd'hui, on va faire une petite vidéo très très courte et je vais vous rappeler les bases que vous devrez creuser, hein. C'est encore une fois les prérequis avant de commencer les cours sur le JPT. Donc on va parler ce qu'on appelle les link layer device et les protocoles. Vous savez que on a des couches de liaison, hein, au niveau de nos équipements.
Et on a le modèle OSI théorique et on a le modèle pratique TCP/IP. D'accord? Donc, grosso modo, qu'est-ce qu'il faut? Bah, si tu veux te lancer une petite carrière de pentester, il faut comprendre déjà comment on peut spoofer l'adresse MAC. Hein, comment on va tester la sécurité des switches. Hein, comprendre ce qu'est un hub vs un switch. Le switch est intelligent, le hub est bête. Hein, on n'utilise plus trop les hubs. Les techniques pour sniffer les paquets et comment on fait des attaques de l'homme du milieu. Alors, pour rappel, hein, on route les paquets, hein, ce qu'on appelle du packet forwarding, et généralement, bah, ça commence la couche la plus basse hein, du modèle TCP/IP au niveau de la pile. Hein, là, on parle de stack TCP/IP, de la pile TCP, on a la couche de liaison qu'on appelle le link layer. Donc les routeurs, eux, leur but, c'est de connaître toujours le meilleur chemin hein, pour atteindre la destination. Et le but, c'est qu'on a des équipements qui sont justement rattachés à cette couche de liaison et pour pouvoir communiquer, on a des protocoles. D'accord? Et c'est ça qui permet de faire des hops, les sauts, comme on les appelle. D'accord? Donc, grosso modo, toi, ton routeur à la maison, bah, ça te permet d'avoir une passerelle. La passerelle te permet d'avoir une adresse IP publique que tu partages avec le reste du monde. C'est ce qu'on appelle l'Internet. Et tu vas pouvoir communiquer avec un autre serveur à distance. Tu vas aller dans ton navigateur. Ce que tu ne sais pas, c'est que les paquets, donc c'est des sortes de petites lettres hein, qui vont être envoyées, et ben tu vas rebondir, d'accord? Tu vas rebondir sur les infrastructures de ton fournisseur d'accès à Internet et tu vas rebondir aussi sur différents routeurs qui vont t'amener à la destination. Tu vas faire des sauts de puce, techniquement. Alors, on va revoir les bases, hein, c'est ça qu'il faudra creuser pour vous familiariser, c'est comment fonctionnent les switches. Déjà, l'adressage MAC au niveau d'un NIC. Donc, le NIC, c'est les cartes réseau, si tu préfères. Et l'ARP. Hein, l'ARP fonctionne sur un réseau local, c'est ce qu'on appelle l'Address Resolution Protocol. Alors, les hubs et les switches, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que ce sont des équipements réseau qui vont tout simplement rerouter les frames. Hein, les frames, en français, on parle de tram. D'accord? Là, on parle de paquets de la couche 2. D'accord? Sur un réseau local. Alors, comment ça fonctionne? Eh ben, en fait, au niveau de la couche de liaison, on a des adresses réseau qu'on appelle adresses MAC. D'accord? Alors, les adresses IP, c'est quoi? C'est au-dessus. Hein, c'est la couche 3. Là, on parle de la couche réseau, la network layer. D'accord? Donc, c'est un schéma qui va permettre d'identifier les autres sur un réseau, alors que l'adresse MAC, ça identifie uniquement la carte réseau, d'accord? De façon unique. Parce que on a un code, je t'avais déjà expliqué, hein, c'est une sorte d'adresse physique. Le Media Access Control, la première partie va être dédiée au constructeur et la seconde partie, elle est propre à ton matériel, d'accord? Donc déjà avec une adresse MAC, d'accord, la première partie de l'adresse MAC, on peut savoir quel constructeur. D'accord? Donc typiquement, ça nous permet d'identifier les cartes réseau et ensuite, toi, tu vas avoir la suite de l'adresse MAC qui t'est propre. Hein, et ton téléphone a une adresse MAC qui est différente de la carte réseau de ton imprimante qui est peut-être en réseau chez toi à la maison, qui est différente du NIC de ta carte réseau qui est sur ton PC portable ou sur ton PC Tour. Ils ont chacun un Media Access Control qui va permettre de les différencier au niveau de la couche 2. D'accord? Donc rappelle-toi, couche 2, ça, nos adresses MAC, couche 3, on a les adresses IP. Ça, c'est important. Alors, comment ça fonctionne? Typiquement, tu as une adresse qui fait 48 bits. D'accord? 48 bits, pourquoi? Parce que c'est 6 octets. D'accord? 6 octets, donc 8, 6 fois 8, 48. D'accord? Donc, 48 bits de longueur et on l'exprime sous forme de hex en hexadécimal. D'accord? Tu l'as sous les yeux. Alors, le premier truc qu'on fait tous, hein, si on veut découvrir un petit peu l'adresse MAC, on va faire un ipconfig/all sur Windows. Tu peux faire un ifconfig sur tous les systèmes en X, Unix, Linux et aussi macOS. Et tu peux utiliser la nouvelle version entre guillemets qui s'appelle ipadresse hein, sur Linux. Ça, c'est possible. Alors, si je résume,
Chaque hôte sur un réseau, il a à la fois une adresse MAC et une adresse IP. Hein, on va voir comment elles sont utilisées conjointement pour envoyer des paquets. Envoyer, et naturellement, qui dit envoyer dit recevoir. D'accord? Il faut se rappeler qu'on a ce principe de couche. D'accord? La couche la plus basse, eh ben, elle peut que servir les couches qui sont au-dessus, d'accord? Puisqu'il y a personne en dessous d'elle. Donc tu vois ta couche de liaison, il y a personne en dessous. Hein. Après, je te dis, là, on est à l'échelle atomique. C'est quoi? C'est des électrons. Les électrons, ils font quoi? Ils permutent des 0 et des 1, d'accord? Ils font circuler du binaire, et c'est des influx électriques qui vont circuler, soit dans de la fibre optique, soit dans des paires torsadées cuivrées, et qui vont permettre de communiquer. D'accord? Donc le link layer, il va communiquer au-dessus. Hein, on a vu qu'au-dessus, on a quoi? On a la couche IP et d'autres. C'est pour ça que tu dois parfaitement maîtriser la partie TCP/IP. Hein. La pile TCP/IP, c'est vraiment les bases quand on débute. Alors, je te donne un petit exemple. Qu'est-ce qu'on a? On a deux ordinateurs. Il y en a un qui est en 192.168.2.15. Et ça, c'est un adressage en quoi? En classe C. Et on a un autre en 10.32.1.4 qui est en classe C, mais tu vois, c'est pas la même adresse IP. Ils peuvent pas, à la base, communiquer. Et ils ont chacun leur adresse MAC. D'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe techniquement? Eh ben, il va falloir quoi? Pouvoir interfacer ces deux réseaux. D'accord? Parce que c'est déjà deux subnets différents et c'est deux adressages différents. Donc, comment on va faire? Ben, on va passer par une passerelle qui va, tu vois, la passerelle en 192.168.2.1 relie quoi? 255 machines en classe C. Nous, c'est la 15e. Hein, on est en 192.168.2.15 et grâce à son adresse MAC, on va pouvoir communiquer. Tu vois que les passerelles au niveau du subnet, hein, elles ont tous quoi? Chaque réseau a son adressage IP et ça, son quoi? Bah, la passerelle, elle a également quoi? Elle a un adressage en IP pour pouvoir faire communiquer deux réseaux et ils ont tous une adresse MAC. D'accord? Donc tu vois que là, c'est important. Elles sont toutes différentes. Et grâce à l'adresse IP, grâce à l'adresse MAC, on peut faire communiquer des ordinateurs sur deux réseaux différents. D'accord? On va les interfacer. Alors, comme je te disais, on a deux classes C, on est en 10.32.1.04/24, ça c'est le CIDR, je vous l'avais déjà expliqué, et on a le 192.168.2.0, d'accord? Ça c'est nos deux subnets, d'accord? Ils sont connectés via un routeur. Et le routeur, tu vois que il a deux types d'adressage pour deux types de réseaux différents avec deux adresses MAC en fonction du réseau. Donc on va faire simple. Ordinateur A, ordinateur B. L'ordinateur A, lui, il crée un paquet. Il veut communiquer avec l'ordinateur B. Donc, bah, il faut lui donner, c'est comme le principe de la poste, il faut que tu mettes l'adresse, sinon ça ne va pas fonctionner. Donc la station A, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va injecter l'adresse de destination. Rappelle-toi, en réseau, on parle tout le temps de source. Donc, comme la source, et la destination, c'est avec qui tu veux communiquer. Donc, il nous faut l'adresse IP de destination de la station B. D'accord? Ça, on l'injecte dans le datagramme. On a un header au niveau du protocole TCP/IP et on va l'injecter dedans. D'accord? On a le header IP, on lui met l'adresse IP. Ensuite, au niveau de la couche de liaison, pareil, il y a le header. Mais cette fois-ci, au niveau de la couche de liaison, on parle de la trame IP. C'est différent. Là, on injecte l'adresse MAC. Rappelle-toi ce que je t'ai dit, les adresses MAC sont uniquement au niveau de la couche de liaison. Eh ben, c'est là qu'on va mettre l'adresse MAC du routeur, d'accord, de destination. À l'inverse, une couche au-dessus, on joue avec les adresses IP. D'accord? Donc, adresse IP dans le header du datagramme, les adresses MAC dans le header de la trame. Toujours, tout le temps. Ensuite, il nous faut quoi? Il faut l'adresse IP source pour pouvoir communiquer avec la station A, l'ordinateur A, et son adresse MAC. D'accord? Avec ces quatre informations, on peut commencer à travailler. Le routeur, il prend le paquet, il va l'acheminer, il va le rerouter vers le réseau de B. On a vu que le réseau est différent. C'est pas le même adressage, c'est pas la même adresse. D'accord? Donc, il réécrit le paquet avec les adresses connues MAC. D'abord, il y a l'adresse de destination de B et l'adresse source
du routeur. Donc, tu as bien compris que le routeur, il change pas la source et l'adresse IP de destination. Ça, c'est pas son problème. D'accord? Ensuite, quand un équipement envoie un paquet, on a l'adresse MAC de destination, qui va être reroutée au prochain saut, et ça va permettre que localement, le réseau sait comment rerouter le paquet. D'accord? L'adresse IP de destination, elle, c'est dédié au ce qu'on appelle l'hôte de destination. C'est l'information globale et elle reste la même tout au long du voyage du paquet. Donc cette méthode, d'accord, c'est exactement comme je te disais la poste quand tu veux envoyer une lettre à un ami. Tu dois connaître son adresse, de sa maison, c'est l'adresse IP, et tu dois également connaître aussi quel est le bureau de poste, le plus près. On va dire que c'est son adresse MAC, où tu peux lui envoyer la lettre, d'accord? Tu vas glisser la lettre dans la boîte aux lettres, et la poste va s'occuper de rerouter ta lettre à l'autre bout du monde s'il faut, d'accord? Ou dans la même ville, peu importe, d'accord? Dis-toi qu'à l'autre bout du monde, c'est un autre réseau. Si c'est dans la même ville, c'est peut-être sur ton réseau local. L'adresse MAC, comme je t'ai dit, on a une adresse en FFFFF. Cette adresse-là, c'est l'adresse de broadcast, d'accord? Donc une trame, donc c'est le nom des paquets à la couche 2, avec l'adresse FFFFF, va être livré, c'est le principe du broadcast, à tous les autres sur le même réseau local, d'accord? Qui sont dans le même domaine de broadcast, d'accord? Ça, c'est important. Donc, grosso modo, ça permet d'envoyer un message à toutes les machines sur le réseau, d'accord? Grâce à cette adresse MAC spéciale. Les routeurs, eux, ils bossent avec les adresses IP, Les switches fonctionnent avec les adresses MAC. Les hubs, oublie, c'est plus utilisé, j'en parlerai pas. D'accord? Donc un switch, grosso modo, et ton routeur, souvent, il fait à la fois routeur et il fait switch, mais tu le sais pas. C'est intégré, en fait. Mais les switches, ils ont plusieurs interfaces et ils ont besoin de garder une table de routage, comme on l'appelle, ce qu'on appelle une forwarding table, et ça va lier une ou plusieurs adresses MAC à une interface. J'ai une adresse MAC avec l'interface 1, j'ai une adresse MAC avec une autre interface, etc., etc. D'accord? Et tu vois qu'il y a un TTL aussi qui est associé. Alors, c'est ce qu'on appelle le Content Addressable Memory, la CAM. D'accord? La table CAM, c'est ça. Ça permet de rerouter via la table CAM, qu'on appelle table de reroutage, et on a plein d'autres qui peuvent se connecter au switch, et en fonction de l'adresse MAC, de l'interface du TTL, on va pouvoir rerouter les communications. D'accord? Donc les plus petits switches, c'est ceux que vous avez à la maison. Ils sont intégrés. Tu as un routeur ADSL, tu as un routeur fibre, tu as généralement un switch, en fait. Généralement, il y a 4 ports. Même derrière, tu as Livebox, tu as Bouygues, tu as SFRbox, tu as Freebox. D'accord? Si tu as 4 ports, tu as 4 interfaces. Donc, tu as bien un switch. D'accord? Donc, ton routeur, tu vois que pour ta box, en fait, c'est quoi? C'est plein de choses en même temps. Ta box, ça peut être un serveur média. Ta box, c'est également un routeur. Ta box, c'est également une passerelle qui permet de communiquer vers l'extérieur, vers Internet, l'extranet. Et c'est également un switch, ok? Puisque tu peux brancher plusieurs ports RJ45. Donc, c'est tout petit, 4 ports. En entreprise, tu as bien compris que les switches qu'on utilise, ça peut aller jusqu'à 64 ports. D'accord? Et on a aussi des interfaces d'administration, une ou deux, généralement 2, qui vont permettre soit de connecter de multiples switches. Je vais connecter 2 switches, je vais avoir 2 fois 64 ports, je vais avoir 128 ports, et je peux également me connecter en tant qu'administrateur au switch pour l'administrer. D'accord? Et ça va nous permettre, tu vois, de connecter, de chaîner ces équipements. J'ai combien? Il me faut 256 PC. Je sais que mon switch gère 64 ports. Je vais prendre 4 switches. 64 plus 64, 128. 2 fois 128, 256. D'accord? Donc, pour gérer de la classe C en entreprise, si j'ai 255 machines en classe C,
eh ben, je vais utiliser 4 switches avec 64 ports, d'accord? Et ça me permettra de gérer 255 machines sur ma classe C. Alors, il y a une différence aussi entre les switches, hein, ils sont pas tous égaux, il y en a qui coûtent pas cher et il y en a qui coûtent très cher, d'accord? Quelle est la différence principale? C'est la vitesse. La vitesse à laquelle les paquets vont être redirigés. Hein, c'est ce qu'on appelle le packet forwarding speed. Alors, la vitesse. Les plus lents, on parle de 10 Mbps, un mégabits par seconde, d'accord? Et les plus puissants, on est à 10, 50, 100 gigabits, hein, on va dire 10 gigabits, c'est ce que vous retrouverez par seconde. Et 1 gigabit, c'est techniquement ce que vous retrouverez dans vos routeurs, puisque 1 gigabit en fibre, hein, c'est généralement ce que vous avez, d'accord? Soit vous avez du 500, soit vous avez du 1 giga ou au-dessus, d'accord? Donc très souvent, les dernières cartes réseau que vous avez, hein, vos NIC, généralement, si votre PC est assez récent, il est en 1 gigabit seconde, d'accord? Donc tu as bien compris que ce qui va déterminer la vitesse, c'est à la fois la vitesse de ton switch, mais également la vitesse de ton NIC que tu as, d'accord? Si ta carte réseau, elle est à 1 giga, même si le switch commute les paquets à 10 gigas, toi, ta carte réseau, c'est le goulet d'étranglement, d'accord? C'est ce qu'on appelle le bottleneck. Typiquement, si ta carte réseau, elle fait du 1 giga, tu pourras pas envoyer ou recevoir plus de 1 giga par seconde. D'accord? Donc la plupart des switches commerciaux à la maison, c'est du 1 giga. Alors, on va voir le principe de multi-switch network. C'est ce que vous avez là. D'accord? Donc chaque bécane, hein, on en a 2 ou 3, qui sont reliés à des switches, et ces switches sont connectés entre eux. Alors, ça permet de faire communiquer tous les ordinateurs, bien que ils soient connectés à des switches qui sont différents. D'accord? Donc là, qu'est-ce qui se passe dans ce type de communication? Tout simplement, les switches vont faire office, hein, de relais des paquets, et vont permettre la communication, non pas seulement les ordinateurs qui sont sur le même switch, mais l'ensemble des ordinateurs. D'accord? Donc là, on peut dire qu'on a 3 réseaux qui peuvent communiquer entre eux. D'accord? Chaque réseau est géré par un switch. Les switches sans VLAN, hein, VLAN c'est un Virtual Area Network, hein, donc un réseau local virtuel, ça ne segmente pas les réseaux. D'accord? Qu'est-ce qui segmente le réseau? C'est les routeurs. D'accord? Donc, par défaut, si tu crées pas de VLAN, c'est ton routeur qui va faire office de segmentation des réseaux. D'accord? Donc là, je te reprends un exemple. Là, tu vois bien qu'il y a, même si avant je t'ai parlé de 3 réseaux, en fait, c'est un réseau formé de 3 switches. Là, on a quoi? On a 2 réseaux, chacun avec un ou plusieurs switches. On a un switch côté gauche, on a 2 switches côté droit. Ils ont des adressages différents. Hein, il y a un réseau à gauche qui est en 192.168.2.0/24 et il y en a un autre qui est en /16. Hein, d'où l'importance de bien connaître vos classes, les différentes classes A, B, C. Les autres sont moins utilisés et comment on fait de l'adressage. D'accord? Donc on voit que le routeur, lui, là, segmente. On a le réseau jaune, on a le réseau violet. Donc techniquement, chaque interface d'un routeur est attachée à un différent sous-réseau, un subnet, d'accord? Avec différentes adresses réseau. Les routeurs, eux, ils peuvent pas rerouter les paquets qui viennent d'une interface si jamais il y a quoi? Si jamais il y a le fameux FFF, hein, en broadcast, si jamais on utilise une adresse MAC de broadcast. Pourquoi? T'imagines. Ça voudrait dire qu'il rerouterait toutes les communications à quoi? À la terre entière. Et tu as envie d'avoir un petit peu de sécurité. D'accord? C'est pour ça que notre adresse de broadcast, elle s'effectue uniquement sur un subnet. Elle peut pas passer à un autre subnet, sinon il y aurait des problèmes de goulet d'étranglement, d'engorgement du réseau et de confidentialité. Donc, qu'est-ce qui se passe? Si je te reprends cet exemple, imaginons qu'il y a
10.10.9.4 qui veut envoyer un paquet à 10.10.1.4. Tu les as là. Alors, tu vois qu'il va falloir passer par quoi? Par un premier switch, un deuxième switch et atteindre la machine. Les deux machines communiquent à travers deux switches, mais elles sont sur la même interface réseau, qui est en 10.10.0.1, côté droit. D'accord? Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, d'abord, le switch va recevoir le paquet. D'accord? Il est envoyé par la machine en 10.10.9.4. Ça va faire un lookup, chercher une correspondance dans la fameuse table CAM, et ça va trouver, et ça va dire, ah bah ok, je sais que je peux le forwarder, donc rerouter au prochain switch. C'est le second switch qui va prendre la communication. D'accord? Lui, pareil, il va forwarder parce qu'il sait que il gère deux machines. Il y a une machine en 10.10.1.4, c'est celle-là qui doit recevoir le paquet, et il y en a une autre qui est pas concernée, qui est en 10.10.5.4. D'accord? Donc là, on voit que la communication passe. Pas de problème. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on doit, passer à une autre interface, à un autre réseau? D'accord? Le routeur, il a ces deux interfaces. Maintenant, la 10.10.1.4, en bas à droite, elle veut communiquer avec la 192.168.2.3. Qu'est-ce qui va se passer? Le paquet part, le premier switch, d'accord, va récupérer le paquet, d'accord, et le paquet doit être envoyé au routeur. Donc, on va faire ce principe de saut. Je fais un premier saut sur le switch du haut, deuxième saut sur le switch du haut, et le deuxième switch route ça vers le routeur. D'accord? Le paquet, il arrive au routeur. Là, lui, il regarde cette fois-ci, non pas dans la table CAM, ok? Puisque c'est un routeur, il regarde dans la table de routage. Et il sait que, il peut rerouter les paquets vers une autre interface qui gère le subnet 192.168.2.0/24 en classe C. D'accord? Qu'est-ce qu'il fait? Il fait office de passerelle. Il fait la passerelle entre deux interfaces qui ont deux adresses MAC différentes et qui gèrent deux sous-réseaux différents. D'accord? Le paquet passe, il atteint le premier switch. Le premier switch, lui, il vérifie dans sa table CAM et en effet, il a bien un ordinateur qui s'appelle 192.168.2.3. Il envoie le paquet. D'accord? Donc, c'est ça que vous devez retenir. Nos tables de routage vont lier les adresses MAC à des interfaces. D'accord? Il faut comprendre la structure de la table, comprendre comment on construit également ces interfaces. On parle d'interface de liaison, interface binding au niveau des adresses MAC, et tout simplement comment fonctionne le routage. D'accord? Table de routage pour le routeur, table CAM pour nos switches. Une table de routage, typiquement, on a quoi? Je te disais, on a une adresse MAC, on a une interface auquel le switch va pouvoir livrer les paquets. Qui dit livrer les paquets, il lui faut une adresse MAC spécifique pour le faire. Et on a le fameux TTL que je t'ai pas encore expliqué, qu'on appelle le time to leave. Le time to leave, c'est le nombre de sauts avant que le paquet s'autodétruise. Pourquoi on a ça? Parce que on peut faire des boucles réseau, si jamais on branche mal des câbles, où il y a des problèmes au niveau de notre réseau, ça peut créer de graves congestion du réseau, même faire des attaques de déni de service. Donc au niveau de cette couche, on a le principe de time to leave, et c'est un exemple. Là, tu vois que la première interface 1, elle a un TTL de 30. Donc au bout de 30 sauts, la communication s'autodétruit. L'interface 2, 5. L'interface 2, également 5. Et tu vois que sur l'interface 2, il y a deux adresses MAC différentes. D'accord, au niveau du switch. Et on a une interface 3 qui a un TTL de 7. Donc au bout de 7 sauts, la communication s'autodétruit pour pas faire de la congestion réseau. D'accord? Ça, je te l'avais déjà expliqué. Je te redirige vers ma playlist réseau. D'accord? Donc une table de routage ou une table CAM, Content Addressable Memory, elle est stockée directement en fait dans la mémoire vive, d'accord, de l'équipement. Puisque, votre routeur, votre switch, c'est quoi? C'est un ordinateur. Il a aussi de la RAM. D'accord? Et en fait, cette RAM, elle est rafraîchie constamment avec la nouvelle information. C'est comme ça que ça permet de faire du forwarding, du routage, et de commuter les paquets.
puisque c'est le boulot du routeur. On va passer d'une interface à une autre. D'accord ? Donc, dans cette table, comme je te disais, tu vois qu'il n'y a qu'un seul hôte pour l'interface 1 et 3. Par contre, on a 2 hôtes pour l'interface 2. Il y a forcément un deuxième switch. Tu l'as bien compris. On a vu qu'on pouvait chaîner. D'accord ? Créer des chaînes de switch. Donc, il peut y avoir aussi de multiples hôtes sur la même interface. Et les interfaces aussi, peuvent quoi ? Peuvent pas forcément avoir un hôte attaché. Je te donne un exemple. T'es à la maison, t'installes ta box. Ta box, il y a quoi ? Il y a juste un ordinateur qui est rattaché. D'accord ? Il y aura 3 ports. D'accord ? RJ45 qui sont pas utilisés. D'accord ? Donc, l'interface, elle existe, mais il y a aucun autre qui est rattaché à l'interface du switch. D'accord ? C'est possible. En effet. D'accord ? Là, je te donne un autre exemple. Au niveau de l'interface 4, qu'est-ce qui se passe ? Elle est pas présente. Tu vois que interface 4 n'est pas dans la table, ce qui veut dire, que techniquement, il y a aucun hôte qui est attaché. D'accord ? Donc, si je résume, imaginons qu'on a 4 RJ45. Je t'ai dit qu'il y avait ton premier PC, ok, qui est peut-être relié à l'interface 1. Il y a ensuite quoi ? Un autre switch avec 2 équipements, d'accord, qui sont rattachés sur la 2. Il y a ta télé qui est rattachée par exemple sur l'interface 3 et l'interface 4 est vacante. D'accord ? Donc, elle n'apparaît pas dans notre table CAM. Donc, le TTL, c'est grosso modo, je t'ai dit que le paquet s'auto-détruisait, c'est vrai, mais c'est important de comprendre en fait que la table CAM, elle a une taille en fait, qui est finie. Tu peux pas aller au-delà. Donc le TTL, ça va déterminer en fait combien de temps l'entrée va rester au sein de la table. D'accord ? Dès que ça expire, c'est retiré de la table. Donc pour nous, ça veut dire que la communication, le paquet disparaît, si tu veux. D'accord ? Donc les switches, c'est ça. Ils apprennent les adresses MAC, ils le font de façon dynamique, ils vont inspecter l'entête de chaque paquet qu'ils reçoivent et identifier ainsi de nouveaux hôtes. Les routeurs utilisent des protocoles beaucoup plus complexes de routage pour mettre à jour leurs règles de routage. Les switches utilisent quoi ? Uniquement l'adresse MAC source d'un paquet qu'ils traitent pour décider de quelle interface ils vont utiliser pour rerouter le paquet. D'accord ? Donc tu vois qu'un switch est beaucoup plus basique que un routeur. C'est pour ça qu'il n'y a que le routeur qui peut quoi ? Qui permet de communiquer entre 2 subnets, 2 réseaux différents, grâce à sa passerelle, grâce à ses interfaces, d'accord ? Qui ont chacun leur adresse MAC dédiée. Alors, comment on peuple ? C'est le principe de population de la table CAM. Grosso modo, l'adresse MAC source, elle est comparée dans la table CAM, d'accord ? Si l'adresse MAC est pas dans la table, le switch va l'ajouter, avec une nouvelle liaison entre l'interface et l'adresse MAC. Si l'adresse MAC, au niveau de sa liaison, est déjà effectuée dans la table, on va mettre à jour le TTL en fonction de ça, d'accord ? On va le décrémenter ou l'incrémenter, tout va dépendre. Et l'adresse MAC, si elle est dans la table, mais elle n'est pas liée encore à une autre interface, le switch va mettre à jour sa table CAM. D'accord ? Ça, c'est vraiment les bases qu'il faut bien comprendre. Alors, pour router un paquet, le switch, lui, il lit la destination, l'adresse MAC de destination au niveau de la trame. D'accord ? Il va faire un lookup, donc il va aller taper dans la table de correspondance CAM. Ensuite, il sait comment rerouter le paquet à l'interface qui correspond. Et s'il n'y a aucune entrée en fait avec l'adresse MAC, d'accord, le switch va forwarder la trame sur toutes les interfaces. D'accord ? Comme ça, il est sûr que le paquet ne se part pas en cours de route. Il y aura forcément une des interfaces qui va pouvoir faire le taf, si jamais il n'a pas de correspondance. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour nous ? Ça veut dire qu'un hôte, s'il veut envoyer un paquet à un autre hôte, il doit connaître l'adresse IP, l'adresse MAC de destination pour pouvoir créer le paquet. On parle de packet crafting.
d'accord, en ingénierie réseau. On crée littéralement un paquet qui va être encapsulé. Ce principe d'encapsulation, je vous l'ai déjà expliqué, et c'est ce qui nous permet, c'est ce que fait votre processeur, c'est ce que fait votre 4 réseau. C'est des poupées russes, et elle encapsule, elle décapsule, tout simplement, les données. Et ça, des milliards de fois à la seconde. Donc, si tu veux, pareil, faire une petite métaphore, si tu as besoin d'envoyer une lettre à ton ami que tu ne connais pas son adresse, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui va se passer si l'autre source connaît l'adresse IP, mais ne connaît pas l'adresse MAC de l'ordinateur de destination? Donc ça peut arriver, d'accord? Imaginons qu'il y a une coupure de courant, on a un PC dans une boîte, d'accord, qui connaît tout un tas d'adresses IP, il connaît le serveur de fichiers, il connaît les imprimantes qui sont en réseau, il y a un serveur web, mais il connaît pas les adresses MAC correspondantes. Alors, comment il va faire? L'autre, en fait, il a besoin de connaître les adresses MAC à partir d'autres nœuds, d'accord, du réseau. Et ça, il va le faire, heureusement, grâce au protocole de résolution d'adressage qu'on appelle l'ARP, Address Resolution Protocol, que tu peux utiliser uniquement sur un réseau local, d'accord? Le principe, et ça il faut bien le retenir, c'est que le protocole ARP, ça marche sur ton réseau local. Les paquets ARP, toutes les requêtes ARP, elles sont bloquées par ton routeur, par sa passerelle. C'est-à-dire que tu peux pas les envoyer sur Internet, tu peux pas pinguer. C'est pour ça qu'on utilise du ping, on n'utilise pas de l'ARP. Tu peux pas utiliser de l'ARP pour aller essayer de savoir communiquer avec une autre machine qui est à l'autre bout du monde. Ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas sur le même réseau local. D'accord? Donc l'ARP, ça permet la résolution sur un réseau local. D'accord? Tu peux utiliser des switches au niveau de l'ARP. Ça va permettre de détecter tous les équipements qui sont sur ton réseau local. Mais au bout d'un moment, on va taper la fin du réseau, c'est quoi? Qui est délimité par la passerelle de ton routeur, et là, ça va bloquer. Ça pourra pas passer de l'autre côté. Quand bien même ton routeur gère un autre réseau, comme on l'a vu, que tu as 2 réseaux, un à gauche, un à droite, et le réseau à droite va faire de l'ARP et va détecter tous les équipements sur son réseau, et celui de gauche va utiliser le protocole ARP pour détecter toutes les machines, tous les équipements sur son réseau, mais jamais sur l'autre. Ça, il faut bien le comprendre. Alors, ARP, comment on l'utilise? Il faut que l'ordinateur, il va construire, en fonction de quoi? D'une liaison entre l'adressage IP et l'adressage MAC. D'accord? Donc c'est vraiment le protocole le plus fondamental au sein du réseau, qui est utilisé sur n'importe quel réseau moderne, et vous devez vraiment bien le comprendre puisque ce sont les bases. Alors pareil, A veut communiquer avec B. Ordinateur A va envoyer du trafic à B, mais il ne connaît que l'adresse IP de B. Alors comment on va faire? A va d'abord faire une requête. Pensez tout le temps en réseau, on parle de request, je fais une requête et j'attends une reply, une réponse. D'accord? C'est aussi simple que ça. Donc là, on va faire une ARP request. On va faire une requête ARP qui contient, comme on a vu, l'adresse IP de B, ça je le sais, et en adresse de destination MAC, qu'est-ce que je t'ai dit? On va utiliser le broadcast. Qu'est-ce qu'on a vu juste avant? On a vu qu'on va remplir ça de F. FF 2 points, 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 FF. D'accord? 48 bits. Tu te rappelles de ça? Donc c'est fondamental. Parce que le switch, lui, il se pose pas de questions. Il va rerouter tous les paquets à n'importe quel host dans ce type de configuration. On est en mode broadcast au niveau de l'adresse MAC. D'accord? Donc, chaque hôte sur le réseau va recevoir la requête. Et B, grâce à une réponse ARP, va pouvoir répondre et dire à A que son adresse MAC, c'est telle adresse. D'accord? Du coup, A, maintenant, connaissait l'adresse IP de B, grâce à la réponse ARP reply, va pouvoir connaître son adresse MAC. Maintenant qu'il a l'adresse MAC et l'adresse IP de B, il peut communiquer.
D'accord? Donc, on a tout le temps ce mode de découverte, discovery. C'est le principe de la découverte réseau grâce au protocole ERP qu'il faut bien comprendre. D'accord? Puisque je ne sais pas tout. Je n'ai pas toutes les informations. D'accord? Tu appelles ta poste, tu dis, bah écoutez, moi je veux parler avec Monsieur Saltimbanque. Hein? Et la poste, elle dit, ah ouais, Monsieur Saltimbanque, on le connaît. Attendez, je vais regarder dans ma base de données. Je vais lui envoyer un petit appel et je vais lui poser la question. On va vérifier. Pour moi, il habite à telle adresse, dans telle ville, dans tel pays. D'accord? Monsieur B, il a quoi? Monsieur Saltimbanque qui répond à la poste. Il dit, oui, oui, tout à fait, j'habite bien à telle adresse, dans telle ville, dans tel pays. Et la poste rappelle Monsieur A, et lui dit, bah voilà, on vous confirme, c'est bien telle adresse, telle ville, tel pays. À partir de là, A peut communiquer avec Saltimbanque, Monsieur B. D'accord? Donc A, il envoie un paquet en broadcast et il demande l'adresse MAC de B. D'accord? Donc il va dire quoi? Il va dire 192.168.7.9, tu peux me dire c'est qui 192.168.7.3 avec FFFF? Et là, bah le switch va répondre. Il va rerouter les paquets à tous les ports et il répond à A et il dit ah ouais d'accord. Alors attends, 192.168.7.9, la correspondance, il a une adresse MAC en 77.88.99 AA BB CC. D'accord? Je te la renvoie. D'accord? 11, 12, 33, 44, 55, 66. Et en effet, 11, 22, 33, 44, 55, 66, c'est bien l'adresse MAC de A. D'accord? Du coup, A connaît l'adresse MAC de B. Donc A va sauvegarder l'adresse IP, il va lier l'adresse MAC dans le cache ARP, et la prochaine fois que quoi? Bah B veut communiquer avec A, ou que A veut communiquer avec B, qu'est-ce qu'on a? On n'a plus besoin de quoi? De refaire une communication de résolution ARP, puisque dans le cache ARP, on sait maintenant quelles sont les adresses MAC. Donc, ils peuvent communiquer entre eux, on n'a plus besoin de saouler le switch et de lui poser des questions de résolution ARP, de découverte ARP. D'accord? Par contre, le cache ARP, je t'ai dit qu'il y a quoi? Eh bien, qu'il y a les TTL. D'accord? Et les TTL, c'est fini. Pourquoi c'est fini? Parce que c'est pas infini. Pourquoi c'est pas infini? Parce que il y a de la RAM, je t'ai dit, dans l'équipement. Et la RAM, au bout d'un moment, elle est pleine. D'accord? Donc, la taille du TTL, elle est directement conditionnée par la taille de la RAM qui est installée sur l'équipement, sur le switch. D'accord? Donc, au bout d'un moment, si jamais les TTL expirent, on va régénérer les données au niveau du cache, ou qu'est-ce qui peut se passer? Je t'ai dit, une coupure de courant. Ok? Qui dit coupure de courant, la RAM automatiquement elle est volatile. C'est de la mémoire vive, c'est pas de la mémoire morte, c'est pas de la ROM. Donc à partir de là, le cache, tu coupes le courant, tu peux faire le test. Pourquoi il y a une phase de synchronisation de la ligne? Parce que c'est important pour se connecter à ton fournisseur d'accès à Internet, mais il va régénérer sa table ARP automatiquement, d'accord? Dès que tu redémarres ton routeur, puisque ton routeur, t'as compris, c'est un switch. Donc c'est pour ça que ça prend un peu de temps. Des fois, il faut 1 minute, 2 minutes, 3 minutes pour pouvoir se reconnecter à Internet quand tu as perdu du courant et que ta box à la maison, elle est morte. Elle redémarre. D'accord? Donc pareil, on peut tout à fait vérifier le cache ARP. Le cache ARP, tu fais un ARP-A sous Windows, tu fais un ARP sur Linux, ou tu peux utiliser la commande IP neighbor, neighbor comme voisin. Là, tu as un exemple sous les yeux, d'accord? Et tu vois les interfaces, dev, ETH0, c'est mon câble Ethernet, et j'ai des tables de correspondance. Et après, j'ai un état. J'ai le stale et j'ai du reachable, d'accord? Alors, on a plusieurs états en fonction, encore une fois, des interfaces. Donc, ce qu'il faut comprendre, je t'ai parlé des hubs, je t'ai dit qu'on n'en parlerait pas, c'est que les hubs, c'est ce qu'on appelle du dump. Les hubs, ils sont bêtes. Ils
envoient les paquets et reroutent les paquets sans se poser de questions. C'est pour ça qu'on les a remplacés. Ils venaient, hein, c'est plus vieux que les switches. Les switches les remplacent. Pourquoi? Parce qu'ils sont intelligents. T'as vu qu'ils ont cette table de correspondance et qu'il y a que dans certains cas qui vont rerouter les paquets en mode broadcast à tous les autres. D'accord? Sinon, ils savent. Hein, ils peuvent compartimenter et puis on peut même leur demander de faire des VLAN. On verra ça plus tard. Donc, de segmenter. D'accord? Sinon, tu as vu que si tu ne fais pas de VLAN, qu'est-ce qui segmente le réseau? Uniquement, c'est ton routeur. D'accord? Donc, les hubs, c'est ce qu'on appelle des répéteurs. Hein, ils vont répéter le signal et ils font aucune action de vérification de l'entête. Hein, ils reroutent simplement les paquets en répétant les signaux électriques. Qu'est-ce que je t'ai dit à l'échelle atomique? Tes communications réseau, c'est les atomes, d'accord? Et c'est quoi? Des 0 et des 1, d'accord? Qui passent dans un champ électrique, d'accord? C'est de l'électricité, c'est des signaux électriques, d'accord? Ils vont recevoir des signaux électriques d'un port et ils vont le répéter, d'accord? Le même signal, identique, à d'autres ports. Ils se posent pas de questions. C'est pour ça qu'on dit qu'ils sont bêtes, d'accord? Donc ça veut dire que chaque nœud qui est composé d'un réseau distribué via un hub va recevoir le même signal électrique ou les mêmes signaux électriques, donc les mêmes paquets. D'accord? Et tu as bien compris que si une personne fait une attaque de l'homme du milieu et que tu as un insider dans ton réseau qui se fait passer pour quelqu'un de bien mais qui est en train de sniffer les paquets réseau, si tu as un hub, eh ben là, il y a des grosses failles de sécurité. Pourquoi? Ben parce que maintenant, Toto le hacker va pouvoir intercepter toutes les communications du hub, même les communications qui sont pas liées à son ordinateur. Il va pouvoir espionner les autres. C'est pour ça que, en termes de sécurité, maintenant, les hubs, c'est très très rare, d'accord? On les remplace par des switches. Pourquoi? Parce que les switches sont beaucoup plus sécurisés, tout simplement. Voilà, donc ça conclut la vidéo. Hein. J'essaie de vous introduire des notions. Après, encore une fois, c'est parce que vous avez vu ma vidéo que vous êtes calé sur le domaine. Il va falloir creuser. Comme toujours, ça sera le travail à la maison. Votre homework, comme disent les Anglais. Ok? Moi, je peux pas faire le boulot à votre place, mais je peux vous montrer les choses que vous devez bosser, creuser, approfondir. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.